Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation pour une deuxième édition, donc aux couleurs du plus grand show de l'électronique au monde, le CES 2021. Alors même s'il ne se tient pas physiquement aux États-Unis, ça reste un événement américain où la France cherche à briller auprès de ses investisseurs. Alors, y sont-ils, ces Américains, plus facilement sensibles à notre charme français au fil des années? Je poserai la question à une de nos prêtresses de l'investissement et de l'entrepreneuriat, Catherine Barba, qui rentre de 5 années très actives à New York. Ce sera son interview dans quelques instants. Et ensuite, plein phare sur les innovations dans l'automobile, le CES est devenu un événement majeur pour tout ce secteur, pratiquement au même titre qu'un salon de l'auto. Nous verrons quelles sont les nouveautés cette année. Ensuite, nous aurons rendez-vous avec le coach Startup et ses conseils si vous avez envie de vous lancer à l'international, avant de conclure par une innovation qui pourrait améliorer nos expériences de réalité virtuelle en éliminant tous les inconvénients et les désagréments. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Spécial CES, alors que dit-on de nous aux États-Unis? La France vue des USA, on en parle tout de suite avec Catherine Barba. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors, je disais que vous étiez la prêtresse de l'entrepreneuriat. C'est vrai que vous êtes une serial entrepreneuse et également administratrice d'État du groupe Renault pour les titres officiels. Vous étiez aussi une star de la télé il y a quelques temps avec une émission sur M6. Vous étiez membre du jury Qui veut être mon associé, consacré justement aux entrepreneurs. Là, vous êtes de retour en France après 5 années passées à New York. Alors, comment perçoit-on cette French Tech aux États-Unis? Alors c'est vrai que les investisseurs américains, je les ai beaucoup côtoyés pendant 5 ans, quand j'étais à la French Tech New York, mais aussi j'étais très active dans des incubateurs, des accélérateurs sur 3 verticales, sur le retail, sur la food, sur la mode. C'est des choses, peut-être que ça dit des choses à vos auditeurs, XRC Lab, New York Fashion Tech Lab, FoodX. Et donc, je rencontrais beaucoup d'investisseurs, des VC, des business angels. Ma perception, c'est qu'ils ont le sentiment que la France est de plus en plus une nation portée sur l'innovation. Ça, c'est clair qu'on a de bons ingénieurs, de bons entrepreneurs, de bonnes entrepreneuses. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'encore aujourd'hui, très franchement, il y a assez peu de startups qui sont taillées, des startups issues de la France, qui sont taillées pour réussir sur le marché américain, c'est-à-dire pour convaincre les investisseurs américains, pour convaincre les talents américains et les recruter, et puis pour convaincre les clients. Qu'est-ce qui leur manque? C'est pas juste une question de budget alors? C'est étonnant, mais ce que j'ai pu observer, c'est que, en fait, si on veut réussir sur cet énorme marché, il faut vraiment un ADN américain très fort. C'est pas qu'il faut oublier ses origines françaises, mais j'ai l'impression que très vite, il faut entrer. Le meilleur passeport pour réussir, pour avoir une bonne stratégie de conquête, c'est de rentrer dans les accélérateurs locaux comme Y Combinator, c'est de parler la langue locale. En fait, un prof de Harvard me disait, on n'achète jamais qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Donc tout l'enjeu, c'était de caméléon et de ressembler à ses clients. Et je crois que c'est encore plus vrai, en fait, à l'heure Trump. C'est malheureusement celle sous laquelle j'ai vécu aux États-Unis. Il y a eu ce sentiment, enfin ce phénomène de repli identitaire, en fait, de peur de l'altérité, de peur de l'autre. Et on voit bien, les clients, mais même c'est vrai en France aujourd'hui, sont plus enclins à acheter du local, du fait ici, fabriqué, made in France. C'est pareil aux États-Unis. Donc, c'est plus difficile, c'est difficile en fait. Oui, parce qu'on en a l'image d'un marché très ouvert, avec des investisseurs qui prennent des risques. Et finalement, vous nous dites, c'est pas si évident que ça. Il faut se mettre aux couleurs américaines. Et c'est d'ailleurs ce que les sociétés françaises, les belles startups françaises dont on est fier, c'est des Zenly, c'est Front, c'est Datadog, il y en a beaucoup. Ce sont des entreprises qui finalement, très tôt, ont recruté des talents américains parce que c'est un marché très différent. La façon de vendre est différente, la façon de recruter est différente, les clients sont très différents. Donc c'est difficile quand on a une bonne traction en France finalement et que le succès est là et que l'on se dit je vais réussir aux États-Unis. En fait, il faut reset, il faut remettre tout à zéro. Alors justement, ça, on verra ça d'ailleurs avec notre coach startup David Bitton, on en parlera tout à l'heure. Quel est votre regard sur ce CES All Digital ?
C'est un gros événement, je trouve, pour être totalement digital. Oui, hein. Je ne sais plus quels sont les chiffres, combien il y avait d'exposants l'année dernière, 4000, bon, il y en a un peu moins cette année. Alors oui, ils ont réduit la voilure, du coup. Mais oui. c'est 100 heures de programme. Et alors, moi, pour avoir pendant 5 ans organisé des événements à New York, sur la diversité, tous les ans, j'avais 1000 personnes en physique. Et donc, la dernière année, c'était en digital. Ce que j'ai appris, c'est que pour qu'un événement réussisse en ligne, un événement physique pour qu'il réussisse en ligne, il faut faire coexister deux choses. C'est des sortes de main stage, comme des espèces de salles, des grandes estrades avec un maximum de gens, et puis des espaces un peu plus confidentiels où on va pouvoir être plus dans l'interaction, des ateliers, de l'échange, de la rencontre. Et ça, pour un événement comme le CES, j'imagine que ça va nécessairement attirer les projecteurs sur les très très gros. D'ailleurs, on voit tout ce qu'on peut lire déjà de ce qui s'y passe. C'est du Samsung, c'est Sony, ce sont les très grandes marques. Qui communiquent d'ailleurs eux-mêmes de leur côté. Exactement. En dehors du salon. Oui, parce qu'en fait, leurs événements, leurs rencontres ont lieu sur leur site à eux. Donc c'est assez étonnant. Et c'est le discours d'ouverture de Marie Barra, la directrice générale de General Motors, celle qui va faire l'ouverture, je crois. C'est retranscrit aussi sur leur site. Donc c'est difficile, je trouve, un aussi gros salon. D'ailleurs, sur le salon que je suivais aussi beaucoup avec le CES qui était aux États-Unis, c'est un salon. Bon, il y en a deux sur le retail. Il y a ShopTalk et la NRF. Eh bien, cette année, ShopTalk ne va pas le faire. On va juste faire des petits meet-up. Donc, à voir, mais ça risque finalement de ne faire émerger que les très grosses marques et peut-être un peu moins les pépites. Ça va être et nos startups françaises. Plus compliqué. Oui, je pense. Alors, je disais que vous étiez de retour assez récemment. Vous êtes rentré en octobre 2020. Vous l'avez vu un peu transformer cette Startup Nation, notre French Tech. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent particulièrement pour 2021 et des tendances que vous aimeriez voir, que vous attendez sur ce CES? Oui. Moi, je regarde en fait les secteurs que je connais bien et qui sont liés aussi à mes activités. Donc, comme je vous disais, je regarde beaucoup ce qui se fait autour du retail, de la relation client, même si ce n'est pas traditionnellement le lieu, mais il y aura peut-être des annonces et des nouveautés. Je regarde beaucoup, évidemment, vous l'avez dit, je suis administratrice du groupe Renault, ce qui se fait autour de la voiture. Donc, vous allez suivre notre débat. Je vais tout suivre tout à l'heure en partant sur le véhicule électrique, la conduite autonome, les systèmes embarqués. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de voir. Et c'est vrai que tous les ans, il y a des choses assez innovantes qui sont présentées là-dessus. Bien sûr, en tant que victime ou actrice du télétravail, je vais regarder tout ce qui se fait autour de l'évolution du travail à distance, des plateformes de visio, il va probablement y avoir beaucoup de choses là-dessus. Et puis un focus particulier, ça c'est ma nouvelle marotte, c'est mon nouveau dada, c'est tout ce qui est la transformation du travail, l'avenir de l'éducation et de la formation. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont être... C'est pas juste un passage avec des nouveaux outils numériques. Vous pensez que c'est une transformation plus profonde aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Et alors aux États-Unis, vous avez été très active, je le disais en introduction. Vous avez lancé une entreprise, Peps Lab, qui aidait les enseignes de la distribution physique et les marques à accélérer justement leur transformation digitale. Est-ce qu'en France, vous avez l'impression que les commerces et tout le retail, ça y est, a passé ce cap de la transfo digitale? Mais non. Ouais. Mais non. Il y a encore beaucoup de travail. En fait, il y a beaucoup de travail et ça me stimule aussi beaucoup. C'est quand je vois ce chiffre. On a 200 000 petits commerçants en France, enfin des commerçants de proximité plus exactement. Il n'y en a que 30% qui aujourd'hui encore sont passés au numérique. C'est-à-dire qu'ils perdent. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont découvert là. C'est-à-dire qu'il y a eu un bond, une accélération. Ah oui, ça a été un accélérateur de particules pour toutes les entreprises qu'on a vécues là pendant ces mois de confinement. Et c'est vrai que des entreprises, même des plus grandes, se sont mises un peu à marche forcée. Ce n'était pas prévu aussi vite, mais sur le numérique. Non, moi, ce qui m'attriste, c'est que ce ne sont que 30% des petits commerçants, enfin des commerçants de proximité qui sont en ligne. Donc, et là, vous venez en France pour les aider? Ah, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça, mais... Je vais, comme je vous disais, j'ai eu une sorte de vision en rentrant. Il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. Je suis rentrée, donc là vous l'avez dit, à l'automne et j'ai beaucoup regardé
Ça, c'est quelque chose qu'on prend quand on part à l'étranger. En fait, on a l'habitude d'être encore plus curieux qu'avant. J'espère que je vais garder cette curiosité. Et j'ai regardé la transformation du monde du travail. Bon, il ne faut pas être grand clair, mais on voit bien qu'il va y avoir une diminution assez drastique de la masse salariale dans les entreprises du fait de la récession liée à la crise sanitaire et que de plus en plus, par ailleurs, de jeunes et de moins jeunes aussi se détachent un peu du salariat, se fait moins rêver, quoi. On est un peu au crépuscule du salariat. Et donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un mouvement. En tout cas, c'est l'observation que je fais depuis 3 mois. Je fais un benchmark incroyable de déport de création de valeur du salariat vers les indépendants. Et donc, je me dis qu'il y a probablement quelque chose à faire pour accompagner cette mutation. Et c'est là-dessus que c'est à ça que je vais me consacrer dans l'année qui vient. On va suivre. Je vous en dirai plus. On va vous suivre de près, Catherine Barba. Merci beaucoup. Merci à vous. Serial entrepreneuse et très inspirante pour tout l'entrepreneuriat féminin. C'est l'heure de notre plateau sur le show technologique dans l'automobile. On est toujours dans cette émission spéciale CES 2021 et là on va s'intéresser aux innovations dans l'automobile avec mes invités. Éric Lafay, directeur client et programme pour le périmètre des interfaces homme-machine chez Continental. Continental, on le connaît plutôt pour ses pneus, mais c'est plus globalement un équipementier et actif aussi sur les technologies de mobilité. En plateau également, Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte France. Alors, vous travaillez avec les constructeurs automobiles, les équipementiers aussi, en tant qu'auditeur pour les accompagner dans leur développement. Avec nous également en visio depuis Aix-en-Provence, Olivier Barthes, PDG de Green System Automotive, la start-up qui rend le deux roues écolo. Alors, Éric Lafay, Continental a reçu 3 prix de l'innovation sur cette édition du CES. Quelles sont donc ces innovations majeures que vous présentez ? Donc, ces innovations, elles sont liées en effet à la sécurité dans la mobilité et aussi à l'environnement dans le véhicule à travers notamment le système de son dans lequel on remplace en fait les haut-parleurs par des actuateurs. Et donc en effet, on a reçu ce prix. Vous êtes en partenariat avec Sennheiser, c'est ça, sur le son ? C'est-à-dire donc en fait, on a marié la technologie hardware qui permet de pouvoir produire le son à partir des surfaces dans le véhicule et Sennheiser qui amène des algorithmes de traitement et qui arrive à recréer une ambiance extraordinaire, des ambiances où vous êtes vraiment immergé dans le véhicule au niveau du son, en fonction de ce que vous voulez écouter et de l'environnement. Et cette technologie, en effet, est très, très impressionnante. Parce que ça y est, l'automobile, c'est devenu un lieu de loisirs ? De plus en plus, puisqu'en effet, la mobilité, elle évolue. On va de plus en plus on prépare l'autonomie, c'est-à-dire où, en fait, on sera peut-être plus tard moins à conduire plutôt qu'à être transporté. Et donc, en effet, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au confort des passagers, le conducteur et les passagers, et de toutes les prestations qui sont offertes. Et alors, sur la sécurité ? Alors sur la sécurité, donc ce prix qui a été reçu, c'est un système de radar qui permet en fait de voir devant un véhicule qui vous précède. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va être préparé aussi. C'est-à-dire devant le véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, on a des capteurs qui vont permettre de recevoir des informations d'une caméra, d'un véhicule qui est devant vous et qui permet de voir. En fait, typiquement, si vous êtes derrière un camion, vous allez voir ce qui se passe devant ce camion et pouvoir anticiper toutes les situations pour pouvoir le doubler éventuellement, pour pouvoir ralentir s'il y a un obstacle qui se produit. Et donc, expliquez-nous comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut aller voir de l'autre côté ? C'est qu'en fait, il y aura donc justement, c'est grâce Il faudrait que le camion soit équipé d'une caméra. Alors, tout à fait. Mais donc, c'est grâce à l'environnement et l'infrastructure 5G qui va être déployée. On va pouvoir faire des échanges très rapides de contenu important. Et donc, le camion qui est devant, lui, il a sa caméra, son radar. Et donc, ces informations-là sont transmises d'un véhicule à l'autre pour pouvoir voir ce qui se passe devant et donc, entre guillemets, à travers ce véhicule. Donc là, on est dans de la communication machine to machine, en fait. Exactement. Les voitures commencent à apprendre à communiquer entre elles. Donc, c'est ce qu'on appelle justement le domaine de l'e-horizon, c'est-à-dire, en fait, on est tous reliés, les véhicules sont reliés entre eux, on est reliés aussi à l'infrastructure et grâce à tous ces échanges d'informations et de données, on peut pouvoir observer, anticiper tout ce qui va se produire dans cette mobilité.
Guillaume Crunel, je disais en introduction de cette émission que le CES est devenu un peu le salon de l'auto. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, je pense que ça l'a été depuis quelques années. Déjà, ça fait bien, je dirais, 2 ou 3 ans que le CES est majoritairement investi. Oui, mais on voyait quelques belles voitures, mais c'était, enfin, en tout cas l'année dernière, on a vraiment vu beaucoup d'équipementiers, on a vu même les coulisses de l'automobile. Oui, et puis il y avait tous ces acteurs qui étaient là pour travailler avec des partenaires provenant d'autres secteurs. Donc tout ce qui est en train de s'hybrider dans la technologie vient dans la voiture et crée des espaces de vie très différents. On a eu plusieurs fois des discours d'ouverture qui ont été faits par des grands noms de l'automobile. Donc le CES est depuis quelques années déjà le lieu de l'automobile. Au détriment du salon de l'auto? Au détriment de tous les salons, de manière concrète, parce que le CES a cette particularité de parler des véhicules qu'on va voir et pas de ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ils ont investi le domaine du rêve via la technologie et c'est quand même ça qui est assez particulier. On va voir ce que ça donnait cette année. Alors justement, oui, question, cette année on est dans Hall Digital, les constructeurs sont un petit peu moins présents, j'ai l'impression. Je pense que tout le monde est un peu moins présent. Je pense que la problématique du digital, c'est que vous pouvez être digital sans aller au CES. Donc il y a déjà des annonces qui sont faites en amont, sur le côté. On a vu il y a quelques jours NIO, qui est un acteur très important de l'automobile électrique en Chine, faire des révélations assez importantes de manière totalement déconnectée du CES. On entend des rumeurs autour d'Apple, on entend plein de choses. Finalement, la communication digitale, elle n'est pas figée sur un espace. Donc la capacité du CES à ramener cette information, à ramener ces acteurs pour lui donner du sens, c'est en gros le gros enjeu de cette année pour, s'il veut, apporter un langage différent de la simple annonce qui était son rôle jusqu'à maintenant. Nous allons donner la parole à Olivier Barthes, donc PDG de Green System Automotives. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous, votre innovation, c'est un boîtier qui s'insère sur les scooters, enfin les 2 roues, et qui est censé donc réduire les émissions de CO2. En fait, il transforme la manière dont on va alimenter le scooter, c'est-à-dire qu'au lieu de lui donner du carburant classique, on va pouvoir lui donner du biocarburant. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Donc, Green System Automotives a développé un boîtier de conversion au biocarburant. Donc, c'est la technologie dite FlexFuel qui existe depuis longtemps dans le domaine de l'auto, qui permet à tout moteur thermique classique de fonctionner en lieu et place, comme vous le disiez, avec du carburant carboné type samplon 95 ou 98 que l'on connaît par chez nous en France, de fonctionner avec du biocarburant qui permet de réduire de plus de 50% leurs émissions de CO2. Car au CES, on parle beaucoup d'automobile, mais est-ce que l'avenir de la mobilité ne serait pas le 2 roues motorisé ou le véhicule de loisir? C'est le postulat que l'on fait chez Green System Automotives et nous avons une proposition qui vient répondre à un manque aujourd'hui. C'est comment est-ce que je peux avoir une mobilité à 2 roues motorisées qui soit beaucoup plus éco-responsable. Et quelles sont les technologies que vous embarquez dans ce boîtier ? Alors, c'est la transposition dans le domaine du 2 roues motorisé de la technologie FlexFuel, qui, comme je l'ai indiqué, est une technologie qui existe depuis les années 1900, qui a été popularisée en particulier aux États-Unis depuis les années 70. Et c'est une technologie, donc nous avons un boîtier électronique qui s'interface entre le calculateur de la machine et la rampe d'injection, et nous modifions les paramètres d'injection en fonction de la chimie du carburant que nous découvrons. Parce que vous nous parlez d'une vieille technologie. Alors du coup, moi je m'interroge. Vous avez reçu 3 prix l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Alors, on a mis beaucoup d'ingénierie et beaucoup d'ingéniosité, je pense. Et surtout, l'idée, c'est vraiment de proposer une solution alternative à la proposition électrique qui est vraiment balbutiante dans le domaine du 2 roues motorisé, compte tenu du fait qu'elle impose pas mal de contraintes, tant en termes de recharge d'autonomie que de coûts d'investissement. C'est une technologie qui, comme je vous le disais, est présente depuis de longues années dans le domaine de l'auto, mais qui n'a jamais été portée sur le 2 roues motorisé, alors que c'est une solution qui permet très rapidement de s'intégrer sur le parc existant. L'idée n'est pas de dire nous avons un postulat que dans 15 ans ou 20 ans, tout le parc motorisé sera électrique. Nous avons une proposition dès aujourd'hui pour modifier votre véhicule et le rendre beaucoup plus éco-responsable. Bon, vous n'avez pas jusqu'à dire que vous ne croyez pas à l'électrique, mais on voit une petite hésitation. Quelle est votre réaction ? Je pense que l'électrique ne serait pas l'avenir de la mobilité ? Si, je pense qu'elle l'est. Après, il y aura différentes phases de l'électrique. Mais si, on voit bien que notamment dans tout ce qui est environnement urbain, circulation intensive, l'électrique est quand même une bonne réponse.
principalement justement pour ce problème environnemental au sens dans l'usage, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des problématiques en termes au niveau de la production des batteries, et il y a des effets collatéraux, mais c'est vrai qu'en termes d'usage, forcément, l'électrique est en zéro émission. Donc après, on aura l'hydrogène, mais... Ça reste une tendance forte, ça, l'électrique? Je pense que l'électrique, c'est une tendance forte qu'on voit arriver. Alors, elle a un petit plateau là, mais qui de toute manière a été décidée et ancrée dans la loi d'une certaine manière, puisqu'on a des directives européennes qui nous imposent une réduction drastique des émissions de CO2 avec des horizons qui sont 2021-2025. Et de disponibles aujourd'hui, les seules technologies qui permettent de faire zéro émission, en tout cas sur le lieu de dépense et le lieu de mobilité, eh bien c'est l'électrique. Donc il y aura un passage par l'électrique d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il n'y a pas d'avenir à la mobilité, il y a des avenirs à la mobilité. Il y a probablement, j'aime beaucoup ce qui est dit par votre invité, mais il y aura plusieurs acteurs et il n'y aura pas qu'une voie. Donc du flex fuel sûrement, de l'électrique d'abord, et puis probablement après, et puis la combustible, l'hydrogène, dans un mix dont on a bien du mal aujourd'hui à donner les proportions respectives. Bon, il n'y a pas que Tesla non plus dans l'électrique. Est-ce que vous avez vu des belles choses ces derniers temps? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les grandes annonces automobiles au CES, elles arrivent ce soir. Hein, donc, je vous invite ce matin, moi, parce que j'aime bien avoir un coup d'avance. Alors, il y a des choses. Ce qui est attendu, c'est ce qui était dit par votre invité précédente, c'est le discours de Mary Barra, qui est la CIO de General Motors, qui est censé faire un certain nombre d'annonces assez massives sur son programme électrique. C'est pas rien. General Motors aux États-Unis qui annonce ce genre de choses. Culturellement, on est vraiment dans une inflexion assez importante. Et ça fait partie de ces acteurs qui ont la capacité d'emmener avec eux tout l'écosystème. Donc ça va être très intéressant, il va y avoir des choses. On attend des choses du côté de la batterie. Est-ce qu'on va annoncer des choses sur la prochaine étape, qui est ce qu'on appelle le solid state, qui est un peu le Graal attendu. Qu'on attendait d'ailleurs de la dernière conférence de Tesla. Voilà, mais alors, ils ne l'ont pas donné, ils en ont donné d'autres choses intéressantes. Je vous parlais de NIO qui, lui, l'a annoncé. Maintenant, entre l'annoncer et le faire, il y a un grand monde que les industriels connaissent. Donc, il y a ce genre de choses qui vont être là. Et puis des choses qu'on voit un peu moins, autour du pilotage de la batterie, ce qu'on appelle le BSM, le BMS, le Battery Management System, qui sont des choses qui font qu'avec une même batterie, vous êtes beaucoup plus efficace. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ça va être surtout pour gagner sur l'autonomie. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Le poids, l'impact. Oui. Et donc le prix. Et aussi, évidemment. Alors, on va revenir à Olivier Bartz, qui nous propose une version alternative, mais qui a le mérite, en tout cas, de pouvoir être immédiate. Hein. Depuis, je disais que vous aviez reçu 3 trophées l'année dernière au CES. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça fait quand on repart du CES avec 3 prix? Est-ce que ça a un impact considérable ensuite sur son business? Alors, ça a un impact naturellement. Je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur le plateau. Nous, on ne vient pas en concurrence avec l'électrique, on propose un mix de solutions et dans le domaine du bureau motorisé, il y a ou le thermique ou l'électrique. Donc, nous proposons une 3e voie accessible. Bon, ça, c'était pour ne pas rentrer dans une guerre de clochers qui n'est pas notre point de vue. Alors le CES, ça fait mal à la tête. Quand on arrive au CES, c'est énorme. Alors évidemment, la version digitale, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça démarre aujourd'hui, on verra bien. Évidemment, ça a permis comme disait Frédéric Guilleux, qui nous incube à la pépinière Cleantech d'Aix-en-Provence, de passer de l'ombre à la lumière. On est arrivé, on était une petite start-up d'Aix-en-Provence, on a rencontré le monde au CES, on a présenté notre technologie en voie de première et on a obtenu 3 distinctions qui ont fait que nous avons vraiment décollé depuis le CES. Malheureusement, il s'est passé une pandémie depuis que nous sommes rentrés, donc cela a un petit peu retardé notre développement. Mais aujourd'hui, nous venons à Las Vegas, plus avec le statut de start-up, mais avec le statut d'entreprise qui rentre en phase d'industrialisation et qui ouvre sa première filiale au Canada pour aborder le marché nord-américain. Et vous avez vu, du coup, arriver des investisseurs étrangers? Alors, nous sommes en discussion avec des investisseurs étrangers. Évidemment, ça a pris beaucoup de temps parce que le CES a été suivi de cette pandémie qui a vraiment figé toute l'activité économique, mais on a de grands espoirs pour 2021 et si les investisseurs sont intéressés, qu'ils se rendent sur le site du CES et ils pourront entrer en contact avec nous. Bon, l'appel est lancé. Éric Lafay, c'est la 8e année pour Continental sur ce CES. De la même façon, qu'est-ce que ça apporte comme expérience? Quel est l'intérêt de se présenter sur ce salon et qu'est-ce que vous en attendez cette année?
Alors en fait, le CES, ça a été, on l'a dit au début par rapport à la concurrence, par rapport au salon automobile traditionnel, c'est qu'en fait le CES a rapproché le monde du consumer, donc tous les objets électroniques que l'on utilise de façon nomade, qui tirent aussi la technologie, et en particulier sur le périmètre de tout ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, la connectivité, les systèmes multimédia que vous avez embarqués, la façon d'afficher sur les grands écrans, etc. En fait, on est tiré par ce monde-là. Et donc c'est important de pouvoir se confronter. Le deuxième avantage, vous ne restez pas dans un univers B2B où finalement si vous regardez pouvez accéder là aux attentes du marché final. D'une part, et surtout ça guide, c'est-à-dire qu'on voit la tendance. La tendance des grands écrans, les écrans couleurs, le tactile, les commandes vocales, toutes ces technologies-là, on est vraiment, c'est vraiment une émulation et on est aspiré. Des inspirations. Exactement. Et aujourd'hui d'ailleurs, on voit bien, vous verrez demain les innovations dans les véhicules, maintenant on a des écrans qui vont aller sur toute la largeur de votre cockpit. Vous avez donc des solutions, des services qui viennent. Et donc la seconde partie que je voulais dire, c'est que ça permet de rencontrer justement des petits acteurs, des startups, des gens innovants avec qui on peut faire des partenariats, marier des technologies. Typiquement, là, on pousse la technologie 3D sur l'affichage. Ça se fait aussi avec des partenariats d'experts dans ce type de technologie. Donc voilà, c'est un excellent lieu de rencontre, de mariage, de partenariat, de coopération et qui prépare des solutions de demain. Et alors cette année, vous pensez que ce sera la même chose ? Oui, alors aujourd'hui, ce qu'on voit donc à travers la mobilité, il y a toute la problématique aussi de la sécurité, puisqu'on embarque de plus en plus de solutions complexes, de calculateurs, de logiciels. Les véhicules sont connectés, on arrive donc à la 5G qui va amener aussi des services, et on doit aussi travailler sur ce problème de fiabilité, de robustesse et de sécurité. Donc on parle de cybersécurité, on parle. Parce que jusqu'ici, c'est vrai qu'on l'évoque à chaque fois cette question de la sécurité depuis qu'on a des véhicules connectés, mais je dirais jusqu'ici on est passé entre les gouttes. On n'a pas connu de cas véritablement problématiques. Il y a eu des exemples, mais en fait, justement, comme tout développeur de solutions informatiques et comme toute entreprise, donc maintenant, en fait, le véhicule est ce qu'on appelle un élément de l'IoT, donc c'est le monde de l'Internet. Donc la voiture est un objet, au même titre qu'un téléphone, au même titre qu'un téléviseur, qu'un robot de cuisine, etc. Et donc, forcément, tout communique. Donc, on échange des données et on doit donc mettre en place des barrières. Et c'est pour ça que, typiquement, dans le groupe Continental, on a aussi acquis des entreprises. On travaille on a acquis Argus, Electrobit, ils sont des experts en développement logiciel, en système de sécurité, en cryptage, pour pouvoir justement faire que nos solutions, qui sont dans des calculateurs embarqués, soient robustes et permettent de pouvoir justement ne pas être mises en défaut par d'éventuelles attaques. Sur ce CES, vous allez regarder aussi quels sont les nouveaux talents en matière de cyber et les options possibles. Entre autres, tout à fait. Sur ces véhicules qui sont de plus en plus automatisés, des véhicules de loisirs, on disait, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va découvrir là en 2021 ? Guillaume Crunel. Je pense qu'on est sur des tendances qui On parlait du tableau de bord avec grand écran. J'ai vu en prévision des choses assez extraordinaires. Je pense qu'on est sur la poursuite de tendances qui avait été initiée les années précédentes. Je veux dire, la découverte de comment on peut évoluer, vivre, échanger, faire d'autres choses que purement conduire dans un véhicule, tout ce qui est l'univers du cockpit, c'est des choses où on voit de manière incrémentale d'année en année arriver des choses assez fantastiques. Maintenant, on a des écrans qui sortent, qui viennent devant le volant. Bon, il faudra que d'ici là, la voiture conduise vraiment toute seule. Mais on sait que technologiquement, c'est faisable et que ça fonctionne bien. Il y a des mariages qui se font, en tout cas des partenariats qui étaient annoncés les années précédentes. Là, tout à l'heure, on a parlé Continental Sennheiser, mais il y en a d'autres. Il y a Harman Kardon qui fait quelque chose d'intéressant avec Samsung aussi. Il y a beaucoup d'hybridation entre les différents secteurs qui amènent des choses assez intéressantes. Autour de la vidéo, du son. Autour de la vidéo, mais un élément qui est intéressant et sur lequel j'attends moi personnellement quelque chose un peu cette année, c'est certes le divertissement, l'infotainment. On a vu, et ça va être de plus en plus fort, il y a un domaine qui est très fort au CES, c'est la santé. Qui se développe beaucoup avec la santé connectée. Dans la voiture, on est connecté aussi. Et on est en zone d'insécurité potentielle, puisqu'on se déplace très vite. Donc, il y a des choses qui vont se faire autour du contrôle de la tension, du stress, de la température, de l'ensemble des données de santé. Tout ça, hybridé avec les données de conduite, doit pouvoir
apporter des solutions de sécurité principale, et comme ça a été dit tout à l'heure, en électronique comme en véhicule ou comme en digital, la première chose qu'on demande à sa voiture, c'est de vous garder en vie. Donc la santé dans le véhicule, cette année, je Et suis c'est vrai qu'on n'a pas vu encore énormément de choses là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça passera par des interconnexions avec des objets connectés qu'on porte déjà. Je pense que typiquement, les montres sont quand même assez déployées chez les runners, par exemple. On pourrait imaginer que demain, cette montre puisse, dans la voiture, communiquer des informations sur l'état de notre éveil. Par exemple, il y a aussi, justement, pour aller dans votre sens, parce que c'est aussi des technologies que l'on développe, donc des caméras dans le véhicule qui ont plusieurs objectifs. La première, c'est justement de vérifier si le conducteur est en condition de conduite normale. Est-ce qu'il est fatigué? Donc, il y a tout ce qui est surveillance de l'hypovigilance. Il y a aussi Il pourrait aussi contrôler s'il a bu, par exemple? Pourquoi pas? On a maintenant un nombre de capteurs très important qui permettent justement de pouvoir voir votre comportement, votre pulsation de cœur, votre température éventuellement. Donc tout ça, on sait l'observer. Et encore une fois, grâce justement à la digitalisation de cet environnement, au monde de la communication avec la 5G qui va permettre de pouvoir échanger en temps réel toutes ces informations, on va pouvoir justement gérer ce type de situation, de problématiques et de circonstances. Donc on peut observer en temps réel, on peut suivre, on peut informer, on peut recevoir. Et clairement, cet aspect sécurité, cet aspect santé, il fait partie aussi ça pose des questions d'acceptation aussi du conducteur. Et de confidentialité. Et de confidentialité, effectivement. Est-ce que ces informations seront transmises aux autorités instantanément? Est-ce que les assureurs auront accès aussi à ces données de santé? C'est pour ça qu'on est dans un monde, comme on disait tout à l'heure, qui évolue sans cesse. Donc bien sûr, il y a l'aspect technologique qui nous tire. Derrière, après, il y a l'aspect acceptation comportementale. Et puis après, il y a l'aspect réglementaire. Le véhicule autonome, ça devient possible. Techniquement, on sait le faire. Maintenant, il faut que l'environnement, l'usage, soit accepté et soit aussi compatible avec, en effet, la réglementation et les lois dans lesquelles on doit aussi s'inscrire. Qui changent beaucoup. Olivier Barthes, on a parlé de ce que ça fait, là, ce coup sur la tête qu'on se prend quand on ressort du CES avec 3 prix. Cette année, vous avez décidé d'être à nouveau exposant sur un CES All Digital. Qu'est-ce que vous en attendez en particulier ? Qu'est-ce que l'on attend? C'est de convertir l'essai. C'est, comme je vous le disais, de passer de la chrysalide au papillon. Donc, nous étions une start-up l'année dernière sur ce fabuleux salon qu'est le CES. Aujourd'hui, nous nous présentons comme une entreprise en devenir, avec une forte volonté d'industrialisation. Donc, l'idée de dire aux personnes qui nous ont rencontrés l'année dernière, on est encore là, we are still in the game, malgré la pandémie de Covid, et nous avons des ambitions qui sont en priorité celles de conquérir le marché nord-américain via l'implantation de notre filiale au Canada. Et c'est un investissement important d'être présent sur le CES All Digital? J'ai encore posé la question à personne. Alors très honnêtement, cette année, les coûts sont moindres. On n'a pas le déplacement, on n'a pas l'hébergement, on n'a pas la fabrication du stand. Donc honnêtement, en termes de coûts, c'est beaucoup plus raisonnable. Par contre, j'espère que le corollaire ne sera pas que l'impact sera aussi beaucoup plus raisonnable que l'année dernière. Bon, on n'aura pas de chiffres. Guillaume Crunel, on a évoqué la 5G. Est-ce qu'on a des premiers cas d'usage? Parce qu'aux États-Unis, ils ont démarré avant nous sur la 5G. Oui, il y a pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Il faut regarder un petit peu à l'Est aussi. C'est vrai. Très, très à l'Est. Non, il y a les premiers cas d'usage, on commence à les voir. Il y a des choses qui se font. Moi, j'attends pas à titre personnel, je pense pas qu'il y ait de révolution totale. Il n'y a pas la killer app qui va tomber de la 5G. Par contre, ça apporte je dirais, de la constance, pas de latence. Véhicule autonome avec de la 5G, c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Après, ça va rester. Il y a des problèmes. Il va falloir attendre encore quelques années. Il faut qu'il soit déployé parce que quand on bouge, il y a de l'espace, donc la couverture va être importante. Donc il y a le côté prouesse technologique, solution technologique, et puis après il y a le côté infrastructure déploiement qui est critique dès qu'on parle de mobilité, puisque finalement on va d'un point A à un point B, donc il faut avoir la même continuité de service tout au long. Et c'est la vitesse de déploiement de la 5G définira les types d'usages qu'on peut en avoir. Sur l'innovation, il y a aussi la question des modèles économiques, parce que là, on parle finalement d'un bouleversement important. On ne peut plus rester équipementier continental qui travaille dans son coin. On est obligé de nouer des partenariats, de s'intéresser à l'écosystème tech. Qu'est-ce que ça change sur le business model ? Alors justement, donc, ce qui change dans le business model, c'est qu'on développe des solutions beaucoup plus complexes.
dans tout ce qui est calculateur, logiciel, applications, les services. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors, ce n'est pas de l'investissement dans les outillages, mais c'est vraiment des gros efforts de développement, de validation et d'essai. Et donc, derrière, en effet... Donc, on augmente le coût R&D, finalement? Il y a le coût R&D, en effet, qui augmente drastiquement parce qu'il y a cette complexité. Et comme on est dans des environnements très complexes, il faut... un véhicule, c'est quand même un élément de sécurité qui est mis dans les mains de n'importe qui. Ce n'est pas comme un avion qui est piloté par un pilote qui est sans arrêt mis en formation. Là, vous donnez votre véhicule à n'importe qui. Donc, il faut que ça puisse être toujours utilisable et de façon évidente. Et donc, derrière, à la fin, c'est quelle valeur? Parce que c'est bien beau d'investir, mais il faut qu'à la fin, il y ait des clients et que vous, en tant que conducteur ou conductrice ou passager, vous ayez envie d'être dans cette voiture. Et donc, ça veut dire que ce que l'on fait, il faut que derrière, ça soit vendable, il faut qu'il y ait de la valeur. Et c'est comme dans tous les produits, comme un smartphone, comme une télévision ou comme un appareil électroménager, il faut qu'il se différencie et qu'il amène une valeur d'usage qui soit réellement bien perçue et pour lequel on a envie d'acheter. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que il y a une énorme concurrence et il y a quand même une énorme pression. Donc, ça veut dire que la solution pour que le modèle économique soit viable, c'est les volumes. Et donc, d'où ces mariages entre grands constructeurs, entre équipementiers, entre partenaires, pour pouvoir avoir des solutions qui ont un gros effort d'investissement, mais qui, à la fin, vont être déployées de façon très, très large. Et typiquement, on voit bien dans les services, c'est la publicité, c'est le partage de revenus, c'est des niveaux premium. Donc, voilà, là, c'est pareil. On a aussi une segmentation de marché qui fait que l'utilisateur paiera. Merci beaucoup à tous. J'ai une question, il faut répondre par oui ou par non parce qu'on n'a plus le temps. Guillaume Crunel, la valorisation de Tesla, c'est une bulle? Bon, voilà. Merci Olivier Barthes, PDG de Green System Automotive, Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte France, et Éric Lafay, directeur client et programme pour le périmètre interface homme-machine chez Continental. Nous, juste après la pause, on retrouve notre coach start-up et sa méthodologie aussi claire que rigoureuse pour qui veut se lancer aux États-Unis. Nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le coach start-up David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, quels sont ces conseils et la bonne chronologie pour initier une activité, un début d'activité aux États-Unis quand on est une start-up française? Oui, c'est effectivement le point que je vous propose d'aborder aujourd'hui. La bonne nouvelle déjà, c'est que c'est possible. C'est que les Frenchies qui vont aux États-Unis, en fait, ils sont plutôt bien reçus. Et puis que les Américains sont plutôt enclins en fait à tester des choses et se faire une opinion en fait, et donc ils donnent une chance vraiment au produit à chaque fois. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est 2 conseils et ce qu'on a appris en fait chez Serena sur les différents patterns qui en puissent produire. Il y a d'abord 4 règles que j'aimerais partager avec vous et qu'on va pouvoir afficher à l'écran. Ces 4 règles, c'est si vous voulez vraiment réussir aux États-Unis et que vous n'installez pas l'un des fondateurs, ça ne marchera pas. Okay. Et que c'est vraiment de ça dont ça dépend. Donc, c'est-à-dire qu'il faut montrer aux États-Unis que vraiment c'est un marché très important pour nous. On met le fondateur de la boîte. Alors, il y a la démonstration effectivement vis-à-vis des clients, mais il y a aussi le fait que l'un des fondateurs, ceux qui initient en fait la société en France, il y a besoin aussi de cette énergie-là en fait pour initier l'activité aux États-Unis, parce que c'est vraiment un nouveau lancement. Alors, bien entendu, oui, c'est ce que disait Catherine Barba, il faut faire reset en fait. C'est comme si on démarrait à zéro. Exactement, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, on a un produit. Mais en fait, le marché est vraiment, vraiment différent. Et donc, si on n'est pas en permanence à l'écoute, si on n'essaye pas de l'adapter vraiment en fait, à ce marché-là, on peut vraiment passer à côté. Donc, il y a tout à réapprendre en fait, sur le terrain de jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'idée est la bonne, a priori. Le produit est OK, mais en fait, il faut juste l'adapter et donc apprendre le terrain de jeu. OK. Voilà, donc vraiment 4 règles d'or. La première, c'est pas de succession, déménage pas en tout cas l'un des fondateurs là-bas, sur place, pour que lui aussi donc recrée la société. Ce qu'a dit Catherine tout à l'heure sur le produit qui doit être adapté, c'est effectivement bien entendu ce qu'on note. C'est-à-dire que les Américains sont beaucoup plus sensibles à des scénarios d'usage vraiment très clairs, limpides. Ils ne vont pas faire l'effort de comprendre que le produit peut faire plein de choses et donc imaginer comment ils peuvent se l'approprier. Il vaut mieux arriver avec une promesse simple et claire et c'est comme ça que ça marche. On avait parlé de scénarios d'usage lors d'un échange précédent. Eh bien, effectivement, c'est encore plus fort en fait là-bas. Le marketing, de la même manière, en fait, il doit être centré sur les US. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas la culture, si vous ne parlez pas vraiment la langue, si ça sonne
pas complètement américain, ça marchera pas. Et donc, il va falloir recruter des gens en fait qui sont vraiment des natifs. Et même quand on va initier, si on va parler de la timeline en fait pour aller aux États-Unis, l'un des conseils, c'est vraiment bien entendu que le marketing soit adapté. Puis la dernière des règles, c'est que embaucher des commerciaux en fait sur place, et ben, ça va être un enfer. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait. Mais c'est incontournable. Oui, il faut embaucher des Américains là aussi. Catherine Barbe, voilà, ça, de toute façon, il faut embaucher des Américains parce qu'il faut effectivement que culturellement ça fonctionne bien. Et ça va être un enfer parce qu'en fait la culture, même si on a l'impression qu'ils nous ressemblent, eh ben, on a vraiment une culture assez différente. Et puis culturellement, justement, ils présentent très bien. Ils ont l'habitude de bien se présenter. Et donc, en fait, nous, on peut penser qu'en fait, les gens sont très, très bons parce qu'ils présentent bien, mais parfois, opérationnellement, ça suit un peu moins bien. Parce qu'on n'a pas les mêmes critères de sélection. On ne sait pas comment recruter un commercial américain. Exactement. On ne sait pas. Il faudra que vous nous fassiez une démonstration là-dessus. Mon Dieu. Alors, je vais vous proposer effectivement de partager la timeline qu'on peut afficher aussi. Oui, donc on a vu les 4 règles d'or. Alors maintenant, quelle est la chronologie à respecter? C'est ça. Alors, c'est 3 grandes étapes. Alors, l'idée ici, c'est pas de dire qu'il faut 24 mois en fait pour démarrer aux États-Unis. L'idée, c'est de dire que si vous voulez ouvrir un bureau aux États-Unis, il vaut mieux s'y prendre 18 à 24 mois à l'avance. D'accord. Et donc, il y a quelques conseils qu'on donne effectivement pour respecter ça. Donc, si vous voulez démarrer dans 24 mois, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est assez vite recruter un Américain à Paris. Parce que ce qui est génial dans ce cas-là, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui est un natif des États-Unis, mais qui habite à Paris et donc qui connaît notre culture. Et donc échanger avec lui, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Et cette règle, sincèrement, elle s'applique aussi quand vous voulez ouvrir un autre pays, même en Europe. C'est-à-dire que chez MyBestPro, l'une des sociétés que j'ai créées, eh ben, on avait décidé de recruter des natifs d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, etc., en fait, pour ouvrir ces pays depuis la France. Et c'est vraiment une bonne pratique qu'on recommande systématiquement. Ensuite, bien entendu, il faut identifier les événements qui sont les plus importants en fait, par rapport à la société, parce que ça va nous permettre justement de commencer à rencontrer des gens et donc de faire des contacts et d'essayer de comprendre, de tester son pitch et puis de comprendre si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc participer au CES par exemple. Par exemple, exactement. Oui, non, mais c'est vraiment important parce que ça permet effectivement de prendre les premiers contacts. Dernier conseil, c'est si on peut être accueilli dans un accélérateur aux US, bien entendu, c'est effectivement une formidable opportunité parce qu'on va baigner dans un écosystème où on va apprendre plus vite. Donc l'importance à nouveau d'un fondateur qui va être curieux, qui va avoir cette énergie, qui va avoir envie de faire que ça réussisse, eh bien, baigner dans ce milieu-là, rencontrer des clients et tester. Mais ça, c'est possible de les repérer depuis le sol français? Oui, c'est possible. Et oui, on peut prendre des premiers engagements depuis Paris? Avec des clients? Avec des incubateurs Oui, tout à fait. Alors, il faut aller les rencontrer, bien entendu, sur place. Donc, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le gros avantage aussi, si on recrute un natif du pays, c'est qu'il va pouvoir trouver en fait, les bons endroits. Et donc, on va pouvoir contacter. Et on est assez facilement reçu. On décroche assez facilement des rendez-vous aux États-Unis. Et donc, c'est assez facile d'avoir un premier contact. Après, transformer, ça demande un peu d'effort, mais c'est possible. Alors, on continue. Voilà. Alors, donc ça, on parlait effectivement de 24 mois à l'avance. Ce qu'il faut retenir une chose, c'est vraiment embaucher un Américain. Voilà, okay. Ça, c'est le premier truc qui est important. 12 mois à l'avance, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer aussi à se projeter et donc imaginer en fait l'ouverture du bureau, ce que ça va représenter. Et là, ce que j'avais envie de partager comme message, s'il y a un point important à retenir sur cette planche, c'est vraiment en fait le budget. Ça va coûter au moins 1 million par an. Oui. Parce qu'on va avoir le fondateur, on va avoir en fait les bureaux, on va avoir peut-être 1 ou 2 commerciaux, on va avoir un marketing et un tech pour commencer en fait vraiment à faire exister le bureau. Et bien ça, c'est 1 million, 1,5 million par an. Donc imaginez qu'on va vraiment ouvrir un bureau aux États-Unis. Et je parle d'ouvrir un bureau, pas d'ouvrir une activité qui pourrait démarrer depuis la France, dont on va parler juste après. Mais vraiment, ouvrir un bureau, ça coûte 1 million, 1,5 million chaque année. Et donc avoir un business plan qui prévoit ça, au moins ça fait prendre conscience en fait de la réalité de l'investissement. 6 mois, 6 mois avant, qu'est-ce qui se passe? Et 6 mois avant, donc vraiment notre recours, c'est que c'est possible de décrocher des contrats. Et donc, c'est important de ne pas arriver sur place en fait, avec tout à faire. Au contraire, il faut vraiment avoir décroché des contrats. Et en fait, c'est possible depuis la France parce qu'on a justement aussi un Américain, parce qu'on aura adapté en fait, le produit, parce que le fondateur va commencer à le pitcher et il ira bien entendu sur place pour signer les contrats. Mais c'est possible depuis la France d'ouvrir des contrats et d'ouvrir un pipe. Donc, on arrive là-bas, mais on n'arrive pas avec tout à faire et tout à découvrir parce que ça coûte tellement cher quand on est là-bas que là, on gaspille de l'énergie, de l'argent. Non, on fait tout ce qu'on peut avant et quand on arrive, en fait, c'est déjà démarré. Merci beaucoup, David Bitton de Serena. J'avais promis une méthodologie claire et rigoureuse. On est bien servi. Super. À suivre, une innovation qui pourrait éliminer le mal de VR. Vous savez, c'est cette cinétose ou ce malaise vagal qu'on peut ressentir quand on est derrière un casque de réalité virtuelle.
Cette semaine, Cécilia Sévry nous fait découvrir des nouveautés qui sont présentées sur le CES, des nouveautés françaises bien évidemment. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venue les mains vides, vous allez nous présenter une solution qui va améliorer nos expériences de réalité virtuelle. Oui, parce que moi, ma première expérience de réalité virtuelle, elle m'a laissé un souvenir amer. Oui. J'ai eu un petit peu à la nausée, je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup d'utilisateurs relatent cette expérience-là. Aujourd'hui, ça s'appelle la motion sickness, ça porte un nom, parce que ça arrive à beaucoup de monde. Alors une entreprise française qui était déjà spécialisée dans le mal des transports s'est attaquée à ce problème parce qu'en fait elle avait déjà plus ou moins une idée de la solution. C'est une start-up qui s'appelle Boarding Ring et elle va présenter pour la deuxième fois son innovation au CES. Cette innovation c'est ça, regardez, en fait, alors ça c'est un boîtier de démonstration qui remplace le casque de réalité virtuelle et c'est tout simplement ces petits boîtiers qui sont là. L'innovation, ça s'appelle Cinétique. D'accord, et on le met directement Oui. sur le casque? En fait, il y a des petits supports qui sont là et donc on va venir les glisser pour pouvoir le retirer et le charger quand on veut parce qu'il n'y a aucun autre branchement à faire que ça. C'est tout simple, on a juste à venir, hop, clipser ça et puis après on appuiera sur play, je vais vous montrer ça. D'accord, alors juste rappelez-nous pourquoi on a ce mal de VR. Alors c'est la même chose que le mal des transports en fait. Quand on a le casque sur nous, l'information qu'enregistrent nos yeux n'a rien à voir avec l'information qu'enregistre notre interne, puisque notre avatar va être en train de sauter des immeubles, alors que nous, on aura les deux pieds sur le tapis du sol, on ne va pas bouger. Donc, cette désynchronisation entre l'œil et l'oreille interne va créer une nausée. Et comment ce dispositif y remédie? Alors, c'est tout simple. En fait, on va appuyer sur Play, juste ici. Ce dispositif, il va resynchroniser notre vue et notre oreille interne. Et pour que notre cerveau comprenne que ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ressent, on va lui montrer. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir, je pense que vous le voyez sur l'image, oui. Voilà, il va y avoir des petits points lumineux blancs. Et en fait, un algorithme, grâce aux capteurs inertiels qui sont à l'intérieur de la technologie, va transformer cette information en points lumineux blancs. Et donc, quand on va le mettre sur les yeux, dans notre champ périphérique, comme ça, notre cerveau pourra enregistrer ces vrais mouvements de notre corps qui ne seront pas ceux de l'avatar. Et donc, ça va nous éviter d'avoir mal au cœur. Et ça peut marcher dans la vraie vie si on est sur un bateau, dans une voiture? Oui, alors pas avec ça, avec une autre solution de la société Boarding Ring, regardez, qu'elle avait déjà inventée. Ça se présente comme des lunettes, on les met sur la tête. Des lunettes de plongée. Exactement. C'est pas faux, c'est pas faux. En fait, c'est toujours le même principe d'utiliser la vision périphérique pour donner la véritable information de mouvement à notre cerveau. Donc là, on va voir le liquide bleu bouger, comme ça, vous allez le voir sur l'image. Et quand ce liquide bleu va bouger, notre cerveau va comprendre quel est le véritable mouvement. C'est-à-dire qu'on va resynchroniser, toujours pareil, la vue et l'oreille interne pour éviter d'avoir la nausée. Donc dès que les symptômes arrivent, on est dans la voiture, on prend ses lunettes, on les met et on peut même lire. Il suffit de 10 minutes à peu près, ensuite on les retire, donc on peut les prêter à toute la famille. Hein. Quand on a plusieurs enfants, c'est pas la peine d'en avoir plusieurs. On a juste à lire, on peut pendant plusieurs heures faire ce qu'on veut et on est tranquille avec ses lunettes. Alors certes, ça ressemble à des lunettes de plongée, mais c'est mieux que d'avoir la tête dans le sac. Merci beaucoup Cécilia Sévry, c'est l'heure du Lab Startup. Vous allez présenter 4 jeunes pousses innovantes, on change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un 3e jour aux couleurs du CES 2021.